Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, dans ce 4e épisode, on va voir que les apnéistes rencontrent très souvent des problèmes de compensation dans les mêmes zones de profondeur et on va voir comment résoudre ces problèmes. Ensuite, on abordera les 4 étapes de la compensation auxquelles chaque humain doit se soumettre pour descendre en apnée avec Frenzel. Si vous débarquez en cours de route, pour ne pas perdre le fil de cette série, il est primordial de commencer par la vidéo numéro 1. Je vous mets donc le lien de celle-ci juste ici. Allez, on se retrouve dans le PowerPoint juste après le jingle, c'est parti. Comme d'habitude, je tiens à vous rappeler que cette série de vidéos est un cours, c'est pas du divertissement, donc si vous voulez progresser, il vous faudra prendre des notes et être bien concentré. Sur ce, on attaque justement dans les différentes zones de limite qu'on va pouvoir rencontrer en compensation. Alors tout le monde me dit, oui mais on est différents, on a la physiologie différente, du coup on n'a pas les mêmes problèmes. Alors oui mais en fait non. Sachez qu'on est tous des humains, on est tous foutus pareil globalement, avec quelques petites différences, mais globalement on rentre tous dans différentes statistiques, dans certaines boîtes on pourrait dire, et on va voir que les problèmes qu'on rencontre, que les apnéistes rencontrent en majorité, sont tout le temps les mêmes, aux mêmes zones de profondeur, pour les mêmes raisons. Et là je vous parle bien sûr d'expérience. Entrons dans le vif du sujet. La première limite qu'on peut rencontrer, celle-ci elle va peut-être vous parler d'ailleurs, ce serait la zone des 5-8 mètres, d'accord? Et là le problème, ce sera le problème de méthode. La personne sera en Valsalva, va falloir qu'elle passe en Frenzel. D'ailleurs, petit aparté sur Valsalva et Frenzel, comment faire la différence entre les deux et comment l'expliquer si vous êtes instructeur et que vous regardez cette vidéo. La manière la plus simple du monde d'expliquer la différence entre Valsalva et Frenzel, c'est quoi? Valsalva, la pression est faite avec la zone thoracique. Frenzel, la pression est faite avec la zone buccale. C'est tout. Il n'y a pas besoin d'en dire plus, pas besoin de parler de contrôle de la glotte, du voile du palais, non. Pression, zone thoracique, pression buccale. Basta. Revenons-en à mouton. Le prochain zone de problème qu'on pourrait rencontrer à ce moment-là, ce serait la zone des 28-32 mètres. Et on l'a vu dans la slide dans l'épisode précédent avec notre fameux Jacques, qui était un humain normal qui rencontre ce volume résiduel entre 28 et 34 mètres en gros. Eh ben, on voit beaucoup d'apnéistes bloqués dans ces zones de profondeur-là, les 32 mètres. Et ça se trouve, vous êtes dans ce cas-là. Et donc là, ici, c'est quoi le problème? C'est un problème de technique. La personne n'arrive plus à remonter de l'air dans la bouche parce qu'elle arrive à un moment donné où c'est le volume résiduel. Il faut soit à ce moment-là améliorer sa technique, soit faire un stock d'air en amont. Est-ce que personnellement je suis d'accord avec le fait de commencer la technique du mouse feel à ces profondeurs-là? La réponse c'est non, je vais revenir dessus plus tard pourquoi. Ensuite, la prochaine zone de problématique qu'on pourrait rencontrer, elle est un peu plus profonde, mais il y a beaucoup d'apnéistes du monde entier qui sont bloqués dans cette zone, et pour cause, il y a 4 raisons possibles de blocage, on va les voir tout de suite. Donc la première, ce serait un problème de technique. La personne qu'on a vu précédemment en bloqué à 32 mètres n'a pas commencé à utiliser le mouse feel, elle a continué à faire des carpes inversées, et donc elle n'a plus d'air, elle n'arrive définitivement plus à faire remonter de l'air jusqu'à ces profondeurs-là, et il faut faire demi-tour à chaque fois vers les 50, 55 mètres, 48, 55 mètres en gros. Et donc la personne n'a pas utilisé de mouse feel. Très bien, cool. Comment est-ce qu'on peut solutionner ça? Soit en commençant à utiliser le mouse feel, pourquoi pas, soit alors en continuant à améliorer sa technique de carpe inverse. Pourquoi pas aussi? Est-ce que c'est bon? C'est un autre débat, je donnerai mon opinion là-dessus un peu plus tard. Un autre problème qu'on pourrait rencontrer, c'est un problème de tactique. À ce moment-là, la personne n'aura plus d'air dans la bouche, elle aura tout fait comme il faut, mais le mouse feel fut chargé trop tôt, par exemple dans les 5 mètres, et là du coup, elle arrive à 55 mètres, il n'y a plus d'air, bon, il faut faire demi-tour. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer cette apnée ou aller plus profond? Améliorer sa tactique, et donc changer sa tactique, ça se passe sur papier, à la maison, on va pouvoir simplement dire, au lieu de charger à 5 mètres par exemple, je vais peut-être charger à 7 mètres, et la profondeur sera exponentielle. Donc au lieu d'aller à 55 ou 57, vu que ça sera exponentiel, on va pouvoir aller beaucoup plus profond pour chaque mètre qu'on gagne à propos du chargement. On pourrait essayer de charger plus de volume dans sa bouche aussi. Est-ce que c'est une bonne solution? Je pense que non. Je vais revenir aussi dessus plus tard pourquoi. Un autre problème qu'on rencontre très souvent dans le milieu de l'apnée, c'est le ravalage de mouse feel. Donc un déficit de contrôle de la glotte, et les personnes arrivent vers les 48, 52, 54 et hop, ils avalent tout l'air, et là, du coup, on peut plus descendre. D'ailleurs, ça se trouve, ça fait ce bruit-là, regardez. Vous connaissez probablement ce bruit, c'est un bruit de fuite de glotte. Je vous invite d'ailleurs à être capable de faire ce que je viens de faire là. On pourrait voir dans la partie des exercices comment faire ceci. Le dernier problème potentiel qu'on peut rencontrer dans cette zone de profondeur, c'est un problème de technique encore une fois, et là les gens me disent oui mais Max, j'avais de l'air dans la bouche mais j'ai pas réussi à l'utiliser à cause de mon voile du palais. Et là qu'est-ce que je réponds?
Eh ben non, c'est ce que vous croyez malheureusement, et je vais vous prouver pourquoi tout de suite, pour deux raisons. La première, c'est qu'on peut tout à fait avoir de l'air dans la bouche, dans les joues, et respirer, regardez. Ok, comment est-ce que c'est possible? Eh ben simplement, j'ai mon voile du palais qui est ouvert, ma glotte qui est ouverte, et je peux respirer parce que j'ai une boîte dans la bouche, et le tuyau qui est grand ouvert, d'accord? Donc premièrement, il est possible d'avoir de l'air dans la bouche, et d'avoir le voile du palais ouvert. Ok. Deuxièmement, la plupart des gens ne contrôlent pas leur voile du palais, donc si vous ne le contrôlez pas, dans quelle position il est quand il n'est pas contrôlé? En ce moment, mon voile du palais, il est neutre. Je n'en fais rien. Il est neutre. Quand il est neutre, il est ouvert. Donc si vous ne le contrôlez pas de base, comment est-ce que vous voulez le fermer sans le savoir? C'est pas possible, quasiment. D'accord? En tout cas, très, très rare. Et donc, la plupart du temps, il faut juste penser à abaisser la mâchoire, abaisser la langue et refaire le mouvement de TKH avec la langue pour pouvoir repressuriser cet air et le mobiliser simplement. C'est un problème qui est assez facile à régler en réalité. Ça peut donner ça. Tout simplement. Ok ? Allez, autre zone de problématique qu'on pourrait rencontrer un petit peu plus profond encore une fois, cette zone-là est un peu plus vague en termes de profondeur. Les apnéistes la rencontrent vers les 70-80 mètres, on va dire, et les gens avalent encore une fois leur mouthfeel parce que mauvais contrôle de la glotte, et même s'ils ont réussi à dépasser les 50-55 mètres, cette espèce de zone de limite qu'on pourrait rencontrer, eh ben, il y a une autre zone de limite, et pourquoi celle-ci, elle intervient à cette profondeur? Parce que il y a simplement une marge d'erreur qui est plus longue. Si on passe des 25 mètres où on a chargé notre mouthfeel par exemple jusqu'à 80 mètres, on a beaucoup de temps de descente de chute libre sur lequel on va avoir un effort qui va être fait sur la glotte, et donc du coup tout ce temps c'est une marge d'erreur possible. Donc soit on peut réduire ce temps de marge d'erreur en chargeant plus profond, en rechargeant plus profond par exemple, ou alors en utilisant son mouthfeel un petit peu plus profond, c'est-à-dire qu'on peut le charger à une certaine profondeur et déclencher son utilisation un peu plus tard, comme si on était un écureuil qui faisait ses réserves pour l'hiver. Alors si on a un bon contrôle de notre glotte, ça n'arrive jamais. Personnellement, j'avale jamais mon mouthfeel, ça ne m'arrive pas du tout. Alors pourquoi? Parce que aussi je ne fais pas de pression à cause du BTV et du masque, mais avoir le contrôle de ces différentes parties de la zone ORL, ça nous donne du confort simplement dans nos apnées. Allez, dernière zone de limite potentielle maintenant, si on imagine qu'on a tout fait correctement jusqu'à maintenant, mais que on est bloqué à une certaine profondeur. Alors là, c'est bien sûr plus vague, ça va pas mal dépendre des individus, mais on va dire à partir des 90 mètres, il est possible que vous n'ayez plus d'air, que vous ayez tout fait comme il faut, mais il y a juste plus d'air. D'accord? Donc comment est-ce qu'on peut adapter ça finalement? Eh ben, en utilisant une autre tactique, c'est-à-dire recharger plus profond, ou alors charger tout court plus profond, ou alors charger et utiliser son mouthfeel plus profond comme je viens de le dire juste avant. Et je vous fais une petite aparté pour vous dire que je me donne beaucoup de mal pour vous faire du contenu de qualité, comme cette slide par exemple qui m'a pris des heures et des heures à mettre sur papier, à sortir de ma tête simplement. Donc si vous aimez ça et si vous en voulez plus, mettez un gros pouce bleu, ça me donne beaucoup de soutien, beaucoup de courage pour la suite. Et si vous avez des critiques ou si vous ne vous trouvez pas dans cette slide, alors mettez-moi en commentaire quel est votre problème et quelle est votre profondeur. Et alors à ce moment-là, je vous donnerai des conseils personnalisés. Alors on passe maintenant à la slide suivante qui est très importante. Alors maintenant, on va voir les 4 étapes de Frenzel auxquelles chaque humain doit se soumettre pour faire un Frenzel, d'accord? Donc premièrement, on doit remonter de l'air. Pour ce faire, il y a 6 différentes techniques pour le faire, d'accord? Ensuite, une fois qu'on a cet air dans la bouche, il faut réussir à le maintenir dans la bouche, et pour ça, il faut contrôler notre glotte. Ça, c'est binaire, soit ouvert, soit fermé, d'accord? Ensuite, on a les différents moyens de faire la pression dans la bouche. Et là, il y a non pas 1, ni 2, ni 3 blocs, il y en a 6 encore une fois, d'accord? 6 moyens de faire de la pression. Vous connaissez probablement le bloc T qui donne ça. Mais il y en a encore 5 autres, d'accord? On va détailler tout ça dans la vidéo suivante. Ensuite, pour laisser l'air monter aux oreilles, il faut bien sûr que le voile du palais soit ouvert. On en a parlé juste avant. Il est très rarement la cause des problèmes, mais il faut bien sûr qu'il soit ouvert. Et ça, encore une fois, c'est binaire, soit ouvert, soit fermé. D'ailleurs, je rappelle par rapport au voile du palais, on se rappellera dans la vidéo numéro 1 que j'ai fait à propos de la physiologie, qu'on peut voir que le voile du palais est connecté au trompe d'Eustache par des muscles. Et donc, si on contrôle notre voile du palais, on va pouvoir aussi contrôler mieux nos trompes d'Eustache et donc le BTV potentiellement. Allez, on arrive dans la dernière slide pour aujourd'hui et du coup, on va passer aux outils de la méthode Frenzel, aux 2 étapes, si on pourrait dire, de la méthode Frenzel. Et alors, Frenzel, finalement, c'est tout bête, on l'a vu juste avant, c'est quoi? C'est mettre de l'air dans la bouche, pressuriser cet air. D'accord, mais on a vu qu'il y avait 6 différentes techniques pour mettre de l'air dans la bouche et 6 différentes techniques pour pressuriser l'air, d'accord?
Et alors ces 6 différentes techniques pour mettre de l'air dans la bouche, elles arrivent toutes au même résultat potentiel, c'est-à-dire mouthfeel. Mouthfeel, ça veut dire quoi? Air, bouche, d'accord? Air dans la bouche. Ça, c'était une méthode pour mettre de l'air dans la bouche. On pourrait très bien faire ça serait une autre, et il en existe encore 4 autres qu'on va détailler la fois prochaine, d'accord? Et donc, moi, ce qui m'importe de savoir quand on veut parler de compensation précisément, c'est quoi? C'est ces questions qu'on va voir tout de suite, c'est comment et jusqu'à quelle profondeur je mets cet air dans la bouche. Comment et jusqu'à quelle profondeur il m'est possible, par exemple, de faire ce fameux ça. Est-ce que je peux le faire à 60 mètres? La réponse, c'est non. D'accord? C'est simplement non pour tout le monde, c'est comme ça. D'accord? Par contre, potentiellement, est-ce qu'on peut recharger à plus de 60 mètres? La réponse, c'est oui. Comment? Eh ben, on va répondre à ces questions-là la fois prochaine. D'accord? Est-ce que c'est bien? On va y répondre aussi. Et aussi, pressuriser l'air. Est-ce qu'il est par exemple possible de faire un bloc mâchoire à 130 mètres? La réponse est a priori non, parce qu'on n'aura plus assez d'air pour pressuriser un tel volume avec notre mâchoire, d'accord? Par contre, est-ce qu'il est possible de faire un bloc H à 80 mètres? La réponse, c'est très probablement oui. Donc, c'est là où je veux apporter de la précision dans votre compréhension de la compensation. C'est très important et je suis très picky, exigeant sur la façon dont on va parler de la compensation parce que simplement, on va pouvoir comprendre réellement ce qu'on fait bien, ce qu'on fait mal, si on peut mettre des mots exacts dessus, d'accord? Et pour moi, le mouthfeel, finalement, ce n'est qu'un fait. J'ai mis de l'air dans la bouche, oui. Comment? Ma question, c'est ça. D'accord? Et est-ce que tu commences à l'utiliser à partir de maintenant ou plus tard? Eh ben ça, c'est une question de tactique. Donc justement, dans le prochain épisode, on va rentrer dans la partie où les apnéistes rencontrent le plus de problèmes, c'est-à-dire celle-ci, remonter de l'air dans la bouche, et on va détailler exactement pourquoi et comment est-ce qu'on peut faire, et qu'est-ce qui est le mieux, le plus adapté à vous-même, et donc on va voir tout ça en détail. Et préparez-vous parce que je vais contredire la majorité des apnéistes et des instructeurs du monde entier, mais toujours je vais justifier pourquoi je pense ce que je pense, mais somme toute, venez avec une certaine ouverture d'esprit dans ce prochain épisode. Et si je dois dire qu'il y a bien un épisode à ne pas manquer, ça sera celui-ci, donc abonnez-vous pour être sûr de manquer aucune de mes prochaines vidéos. Il est également possible de me contacter pour me réserver directement votre formation avec moi pour aller plus loin dans votre confort sous l'eau. Dans cette formation, je vais vous donner les outils pour comprendre et travailler efficacement votre compensation, et grâce à mes 83 exercices que j'ai mis 6 ans à développer, vous allez briser toutes vos barrières de compensation. Sur ces mots se termine cette vidéo, merci pour votre temps, on se retrouve lundi prochain à 18 h pour le prochain épisode. À bientôt, au revoir.